le Pitch Club. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club. Alors le Pitch Club, Mousse? Bonjour, le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteuses et raconteurs de bonnes histoires. Alors cette semaine, on a un très bon raconteur de très bonnes histoires en la personne de Az. Bonjour Az. Bonjour David Roma et Mousse Roma. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors déjà, pourquoi ce surnom Rouma? Rouma, il faut savoir que c'est un mot, en fait, c'est un mot très compliqué en arabe. Rouma, ça veut dire c'est quelqu'un quand tu le vois, la Roma, c'est la sensation d'être enfermé, d'angoisse. Et David Roma, qui est toi, on l'a surnommé comme ça parce que dès qu'on voit David, on sait qu'on va avoir un peu une angoisse. Donc David Roma. Et il a trouvé son compère après, Mousse Roma. Oui. Il s'habille toujours avec des couleurs un petit peu Roma. Toujours. C'est un peu compliqué à expliquer pour le public, mais il faut venir vraiment au Paname, voir ces deux personnages de David Roma et Mousse Roma et vous comprendrez pourquoi ils te foutent la Roma. Merci. Justement, t'as une petite boîte de Prozac. Merci Az. T'as une petite boîte de Prozac au cas où, si tu sens que t'es un peu trop en Rouma. Alors déjà, on va commencer l'émission. Déjà, t'as fini par venir. Ah, on a galéré quand On même. a galéré pour t'avoir. T'as mis le temps. Non, mais écoutez, j'avais vraiment envie de faire cette émission. Après, on a eu des petits... Quel Tommy. Non, c'est Des vrai, dizaines et des dizaines de mais- messages, d'appels. Il a annulé tous ses plans pour venir Non, aujourd'hui. on a eu des petits problèmes de planning et aujourd'hui, je suis très content d'être ici dans cette cave avec vous vous deux. On est au Paname, pour préciser. On est au hein. Panama Art Café. Ouais. Et Oui. c'est la première fois que je fais un podcast sans casque. Ouais. Et toi, j'ai vu que t'as un casque. Ouais, j'ai un petit casque. il est T'as pas ouf, non mais- plus investi grand chose. Ça, c'est vraiment le casque que t'avais chez toi. Tu t'es dit, vas-y, je Même le pas. ramène pour le podcast. C'est TJ qui nous l'a passé. Ah, d'accord, ok. Alors déjà aussi, bon, t'as fini par venir. Tes actualités, ton spectacle existait. Ouais. Ouais, t'as l'air blasé là. Non, j'attends, c'est quoi la question? Bah justement, toi, ça a existé, ça se passe chez. Alors tes prochaines dates de ce qu'on a vu sur les réseaux, c'est Oui. l'embarcadère à Aubervilliers à la rentrée. Voilà. Alors justement, ton spectacle existé, c'est un aboutissement dans une carrière. Bon, c'est pas encore le. Pour certains, c'est l'Olympia, mais pour toi, c'est une grande étape importante. Et sachant que t'es assez jeune là, t'as quel âge actuellement? J'ai 27 ans. Mais comment t'expliques cette précocité, cette capacité à faire un spectacle assez rapidement, parce que c'est pas trop longtemps que t'es dans le stand-up. En vrai, pas assez rapidement, non, parce que j'ai fait ma première scène en 2015, on est en 2022, donc ça fait quand même 7 ans. Après, entre-temps, au début, on joue pas beaucoup, mais ça doit faire 3-4 ans. Je sais pas, j'ai décidé de me lancer assez vite sur un spectacle parce que j'ai compris qu'en fait, quand tu montes un spectacle, souvent tu dis bon, j'ai 30 minutes, il me faut encore 20 minutes, ça me fait 50, je mets une première partie de 10 minutes, ça fera 1 heure, je ferai un spectacle. Et le temps, en fait, que t'as tes autres 20 minutes, tu dis mes 30 minutes d'avant, elles se sont un peu essoufflées et tout. Donc finalement, je me suis dit pourquoi pas, je me suis lancé assez rapidement. Parce que je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir un spectacle, c'est d'en faire un. Combien de temps t'as mis pour le faire, en fait? Pour l'écrire? Ouais. En vrai, il n'y a pas de timing d'écriture parce que, comme je te dis, je commençais en 2019. Il y a rien que je faisais en 2019 qui est resté dans le spectacle, à part peut-être 1 ou 2 vannes. Mais c'est plus, en fait, le temps de comprendre la scène, de comprendre comment on fait rire, parce qu'on fait pas rire sur scène comme on fait rire dans la vie, et se trouver soi-même sur scène, trouver un peu son clown, son attitude. Après, une fois que t'as trouvé tout ça, le spectacle, il vient tout seul, tu vois, tu l'écris assez rapidement. Mais après, en termes d'écriture, je peux te dire que je l'ai écrit en 7 mois, en vrai, parce que le moment où j'ai commencé à vraiment être bien, me comprendre et tout. Mais en vrai de vrai, j'ai mis 5 ans avant de me dire ok, je suis ok peut-être pour un spectacle. Donc c'est pas que de l'écriture en fait. Alors il y a quelqu'un avec qui tu travailles, c'est Laurent Ginca. Voilà. C'est ton producteur, co-auteur, metteur en scène. Exactement. Et alors, je veux savoir comment vous vous êtes rencontrés, parce que c'est un duo qui fonctionne assez bien, j'ai l'impression. Sur Tinder. Sur Tinder, Ouais, d'accord. voilà, Mais sur, t'avais mis homme, recherche homme. Homme plus de 50 ans, Un sugar daddy. grisonnant, avec papier français. Et je suis tombé sur lui. Non, on s'est rencontrés par le biais de la scène, de la production. Il produisait des artistes que je fréquentais. Et puis après, on s'est rencontrés. On est déjà devenus très amis. Parce que mine de rien, en fait, souvent on pense qu'on est ensemble parce qu'on est complémentaires. Donc lui, il est un peu vieux, moi je suis jeune, donc on a par rapport. Et c'est pas du tout ça en fait. C'est qu'on s'est rencontrés vraiment. On a lié une amitié parce qu'on a le même type d'humour et on se fait rire avec les mêmes choses. Donc du coup, je sais pas, ça a marché assez rapidement. On s'est jamais vraiment dit allez on travaille ensemble, mais ça s'est fait naturellement, une vraie rencontre.
Alors par exemple pour préparer le spectacle, vous faites des sessions d'écriture, vous faites ça de visu, à distance, dès qu'il y a quelqu'un qui a une vanne, il envoie à l'autre, ça se passe comment? Au début, on faisait pas mal de sessions d'écriture parce qu'il faut quand même faire des sessions d'écriture pour en arriver à 1h20 sur scène. Donc on faisait pas mal de séances d'écriture et en fait ça s'est transformé. Aujourd'hui on fait plus, tu vois, des fois on se passe 2-3 coups de fil dans la journée, on se dit qu'est-ce qui nous a énervé aujourd'hui. Nous on est plus sur ce qui nous a énervé que ce qui nous a fait rire. Parce que souvent ce qui nous énerve c'est ce qui fait rire. Oui. Tu vois, les gens qui font ça, ça m'a énervé, tac tac. Des fois on se raconte comme ça, même pas pour se donner d'idées. Et finalement ça aboutit à un truc sur scène. Moi j'y repense, je le refais, je le remets à ma sauce, etc. Et sinon des sessions d'écriture on en a fait aussi quand on était en télé, parce que là cette fois il fallait vraiment se poser et écrire parce que les sujets étaient un peu plus précis et délicats selon les invités qu'il y avait. Donc non, on fait des sessions d'écriture, mais des fois c'est juste du ping-pong, des fois juste on se parle, parce que quand tu parles à quelqu'un pendant 2-3 heures, il y a toujours des trucs drôles qui se sont passés dans la journée ou quoi. Et donc voilà, on procède comme ça, le dialogue. Toi, tu te considères comme un stand-upper? À titre Moi, personnel? je me considère à la base comme un footballeur raté. Ouais. Voilà, ça c'est la première. C'est comme ça que je me considère. On va y revenir. Hein. Ensuite, je me considère comme un. Non, aujourd'hui, je me considère comme stand-upper, oui, mais bonjour. Je parle je suis un podcast là. Ouais, c'est super, franchement. C'est ton frère, le monsieur là? Ouais, c'est ah ouais. Non, il me demandait si je me considérais comme... pour les gens qui écoutent, parce qu'il n'y a pas de caméra, il y a Karim Kachour, le patron du Panama Café, qui est venu superviser l'interview. Il aime bien faire ça, tu sais, par après, il va en cuisine, il regarde comme ça, mais en fait, il connaît rien. Il regarde comme ça, après, il regarde en cuisine, il regarde comme ça, après, il dit, ouais, c'est super, et il remonte en haut. Donc, ils m'ont demandé là si je me sens... Moi, j'ai rien dit, j'ai dit bonjour David Roma et Mousse Roma. D'ailleurs, là, on est au Paname. On a reçu l'émission Paname. C'est quoi pour toi le Paname? Je vais revenir juste sur cette question-là. Oui, ouais, merci, mec, il m'a squeezé. Là, on voit le pro. Et après, je répondrai à votre question. Moi, je suis comme Emmanuel Macron. Vous pouvez me poser 10 questions, je les retiens et je vous répondrai au fur et à mesure. Donc, oui, est-ce que tu es un stand-upper? Même si vous n'êtes pas organisé, moi, je le suis. Alors. Excuse-nous. On n'a pas Laurent Ginca avec nous. Non, est-ce que je me sens comme un stand-upper? Oui, mais j'aime pas trop ce terme. Après, je me sens comme un humoriste. Je me sens avant tout comme un mec qui fait rire les gens. On peut dire n'importe quel terme, humoriste, stand-upper, one-man show, même one-woman show si vous voulez à des moments. Non, mais je me sens comme quelqu'un qui fait rire surtout. Je tiens à le préciser parce que j'ai l'impression que sans faire le vieux alors que j'ai que 27 ans, mais j'ai l'impression qu'on perd un peu des fois cette notion juste il faut faire rire, quoi. Des fois on voit beaucoup trop de techniques, j'ai vu des interviews, des podcasts où des gens expliquent, voilà, là j'ai fait une contre-chute, une contrepartie, là j'ai fait une ineptie pour que la vanne après elle fasse rire, là. Je sais pas, fait rire, et après on verra les explications. Moi je sais même pas moi les explications, les techniques et tout, juste je me sens avant tout comme un mec qui fait rire. Et deuxièmement, qu'est-ce que le Paname représente pour moi? Oui. Le Paname, c'est ma deuxième maison. Je pense que je suis pas très original. Tous les humoristes qui traînent ici diront ça, mais c'est vraiment notre deuxième maison. C'est notre MJC, c'est notre laboratoire, ça a été même à des moments, des fois on dit c'est notre laboratoire, mais à des moments c'est pas juste un laboratoire. Quand on vient ici, on a envie que ça marche, on a envie de faire rire. C'est pas juste on vient essayer des vannes, trucs. Non, des fois même, tu vois, c'est quand même, ça reste quand même des dates importantes à chaque fois qu'on joue ici le soir. Mais c'est avant tout notre deuxième maison. C'est le seul comédie club à Paris aujourd'hui où on peut venir et on joue pas, on vient à 14h, on se pose, on rigole, on sait qu'on va avoir des copains, on sait qu'on va avoir Karim, on sait qu'on va avoir Mousse et David Roma qui vont nous foutre un peu de Roma. Et non, c'est notre deuxième maison, ouais. C'est l'endroit où on aime bien se réunir, on aime bien boire des coups, on aime bien discuter d'autres choses que du stand-up, on aime bien discuter de stand-up, on aime bien raconter des potins, on aime bien se critiquer les uns les autres parce que c'est un milieu où on se critique beaucoup les uns les autres, et on aime bien s'aimer, on aime bien se détester, on aime bien raconter les embrouilles, qui a bidé, qui a pas bidé. C'est notre second lieu de vie, même notre premier en vrai, parce que je pense que moi j'ai passé plus de temps ici que chez moi. Ouais, notamment pendant le couvre-feu. Enfin, tu venais souvent. Oui. Pendant le couvre-feu, ouais. Pendant le couvre-feu, bah c'était le seul endroit qui arrivait à aller à l'encontre des règles. Non, pendant le couvre-feu, le confinement. On travaillait, hein. Ouais, non, on travaillait beaucoup. Oui. Mais entre les séances d'écriture, il y avait beaucoup de. Non, mais j'aimais bien venir ici parce que, encore une fois, c'est l'endroit où on venait justement, on parlait confinement, pas confinement, t'avais les pros
t'avais les pros complotistes, les pros vaccins, les pros anti-vax, les pros trucs, et tu vois, ça vient toujours, ça rigole, ça se charrie. Il y a de très bons vanneurs ici, Comme qui Boudère, même des mecs qui sont pas des humoristes, mais un Rachid qui traîne souvent avec Boudère, etc., qui est très drôle, Kader Aoun, qui est un peu le directeur artistique d'ici, qui est là tous les soirs, et qui est aussi très drôle. Donc on est là, on se vanne, on rigole, on connaît un peu tous la vie de tout le monde. C'est un peu notre télé-réalité à nous. Et justement, t'as des vannes qui sont venues ici, que tu te rappelles? Bah, Qui plein, tu mais il y a faisais sur plein de scène. moments aussi où, il y a plein de moments, je sais que par exemple, il y a un sketch que j'ai posté il y a pas longtemps que j'ai fait ici sur la crypto. Ouais, la crypto. C'était quelque chose que j'étais en train de raconter 30 secondes avant à un pote à moi qui vend des baskets ici, parce qu'il y a des business parallèles, hein. Faut savoir à l'intérieur de cet endroit. Et j'étais en train de lui raconter ça, au premier degré. Et il m'a dit, mais putain, c'est super drôle et tout, faut que t'ailles le dire et tout. Et je suis descendu en bas, je l'ai fait, et tu vois, ça a bien marché directement. C'est pas le cas tout le temps, mais. Et tu l'avais écrit juste un peu. Non, comme ça, je lui ai raconté, et je devais même pas jouer. Et Karim m'a dit, vas-y, descends, joue, raconte-le sur scène. J'ai raconté, c'était filmé, on l'a posté. Ça a bien marché. Mais, non, il y a des moments, t'as des fulgurances, t'as des moments où tu vas écrire un sketch pendant des 10, 15 minutes, 20 minutes. Tu vas te poser, il y a rien qui va sortir. Des moments où tu vas écrire pendant 2 semaines, il y a un truc qui va sortir, c'est nul. Il y a des moments où tu vas juste avoir une idée pendant 20 secondes, tu vas la jouer en bas 3, 4 minutes, ça va marcher. Il y a pas de règle, mais je pense que ce qui marche surtout, c'est la sincérité. Quand les gens voient que t'es sincère dans ce que tu dis, dans ce que tu vois, dans ce que tu fais ressentir. Là, les gens, ils disent, ah ouais, putain, nous aussi, truc, là. Faut donner son avis, en fait. Le stand-up, c'est ça, c'est donner son avis sur quelque chose. Qu'il soit ridicule, bête ou intelligent, du moment que tu donnes ton avis et que ça se sent que c'est vraiment ton avis et que c'est un point de vue que souvent les gens, tu vois, n'ont pas capté ou quoi, c'est là où c'est intéressant. Ouais, t'as parlé du football. Tu voulais faire du foot à la base. Dans le cheminement de la vanne, pour marquer le but, là, il y a quelque chose qui ressemble à cette époque-là où tu jouais au foot, il fallait dribbler et tout, mettre... Bah, je sais pas s'il y a quelque chose qui ressemble, parce que j'ai l'impression que j'ai mis beaucoup plus de vannes que de buts. Donc, si je pense que c'est pas le même cheminement, non. Après, c'est, ce qui ressemble au foot, c'est surtout je pense que c'est l'exigence, c'est surtout le travail. Tu vois, un footballeur, pour qu'il soit au niveau, nous, on regarde le match le dimanche, on dit comment il arrive pas à faire juste un corner. Mais le mec, il s'entraîne toute la semaine pour être au niveau de faire un match par semaine et être au niveau pro et à la télé, etc. Ouais. Il faut s'entraîner toutes les semaines. Et ben, pour le stand-up, c'est pareil. Il faut jouer tous les jours. Moi, je le dis tout le temps. À chaque fois des fois, il y a des gens qui viennent me voir. Ouais, est-ce que t'as des conseils à me donner tout? Moi, je suis personne pour donner des conseils, mais le seul conseil que je peux donner, c'est qu'il faut jouer tous les jours. T'as des gens qui commencent, qui te disent, ouais, mais peut-être mon texte, il était pas bon et tout. Ça n'a rien à voir. Je peux te donner le meilleur texte maintenant, écrit par Kevin Hart, mélangé avec Chris Rock, Louis C.K., Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Florence Foresti, Boudère, moi, Redouane, Roman, Paul. On a tous écrit nos meilleures vannes. Ouais. Je le donne à un mec qui est jamais monté sur scène. Ça va pas le faire parce que c'est un truc qu'il faut le sentir, faut l'apprendre, tu vois, c'est comme c'est la seule ressemblance que je trouverais avec le foot, c'est ça, c'est l'exigence et travailler, quoi, et jouer tous les jours. Ouais, c'est sur le terrain que tu fais tes preuves. Exactement. Et on va venir un peu sur ta vie, et déjà pour commencer, on a croisé un Joe qui travaille ici. Ouais. C'est marrant, ça. Joe qui, grâce à toi, qui travaille chez nous maintenant au Paname. Et il avait une question pour toi, parce que vous venez du même coin, et on va te faire écouter tout de suite la question. Le jour où t'as vraiment percé, quelle vidéo t'a fait décoller? Ah, c'est une bonne question. Tu vois, je pensais qu'il était con, mais finalement, il posait des bonnes questions. Non, mais pour revenir sur Joe, c'est vrai que Joe, c'est un ami à moi de Vitry, parce que moi, je viens de Vitry-sur-Seine. Ouais, c'est ça. Vitry-sur-Seine. Vitry-sur-Seine, 94. Val-de-Marne pour les provinciaux. Et c'est un ami à moi qui habitait à Vitry, qui est très sympa. J'en avais une bande d'amis comme ça. Et un jour, j'ai appris qu'il travaillait, qu'il faisait un peu des petits extras à Bastille et tout. Et donc, je l'avais branché aussi un peu ici. Je crois qu'il y avait Mathéo aussi qui travaillait ici avant, qu'il l'avait aussi un peu branché. Qui avait la grosse voix comme ça. Voilà, exactement. Qui était énervé quand tu donnais un Coca Zéro, tu sais pas pourquoi. Et non, et aujourd'hui, il travaille ici, il bosse très bien. À un moment, c'était un peu dur et tout, mais je lui ai dit, vas-y, truc là. Et aujourd'hui, je pense que c'est même un élément fort ici. Bon, on n'est pas là pour parler des trucs des gens, mais ça me fait plaisir qu'il soit là et qu'il est tenu. La vidéo qui m'a fait exploser, percer c'était sur Instagram, c'était pas la première vidéo que je fais, mais c'est la vidéo qui m'a lancé, c'était la vidéo d'Aya Nakamura.
D'accord. Quand je disais, Yane Nakamura pour faire un tube, elle dit à ce qui paraît, nanana. Et j'avais fait cette vidéo, elle avait cartonné. Après, j'avais eu des échos comme quoi elle était pas très contente. Et en fait, c'était pas vrai du tout parce que je sais qu'il y avait, je crois que c'était Kev Adams qui avait aussi fait une vidéo, à l'époque sur un truc sur ça ou sur scène, je sais plus, elle l'avait un peu mal pris. Et en fait, je l'ai rencontrée à l'Olympia. Et elle a rigolé, elle m'avait un petit peu charrié, mais. C'était quand ça, tu te souviens de l'époque où tu l'avais sorti la vidéo? La vidéo, je peux te le dire, hein. Je prends 2015, 2016, par là? Non, un peu, 2018, 17. Ouais. D'accord. Parce qu'en fait, t'es inscrit depuis très longtemps sur Insta, on a vu. Ouais. C'est Ouais. un des premiers à avoir c'est fait un marrant, compte Insta. il a pas- C'est vrai enfin, c'est Mousse qui a un bon ouais, en détective. fait, quand t'es certifié. quand t'es certifié, Tu on veux savoir quand voit t'as créé la le date où tu t'es inscrit. Et c'était quand, là? C'était marqué quelque chose comme mai 2012. Ouais. Ce que je trouve 2012. très 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 tôt, parce qu'à l'époque, Insta venait à peine Insta, c'était d'exister. inconnu encore. 2012, ouais. Et à l'époque, je postais des photos de vacances. avec mes potes en Espagne. À Cheveux Dubaï, décolorés, cheveux décolorés, Tour en quad. mes péripéties d'adolescent. J'ai jamais créé. Moi, j'étais au début d'Insta parce que j'ai créé Insta comme un vrai réseau social. J'ai jamais été dans l'optique au début quand je crée Insta. Je me dis pas je vais exploser sur Insta ou quoi. J'étais même pas dedans. Je le crée pour entre potes. On se commente, on se fait des vidéos, des trucs, mais en vrai, on est entre nous, quoi. Et non, c'est marrant, c'est vrai, aujourd'hui, c'est un vrai outil de travail. C'est ton média en fait, parce que t'as Ouais, plus il besoin de passer chez Drucker. c'est devenu un truc comme à l'époque. de base à la base amateur, et c'est devenu un truc professionnel. C'est-à-dire, Mais tu vois, j'aime bien les réseaux, mais tu vois, moi, je suis pas, malgré tout ça, je suis pas un mec vraiment réseaux sociaux, tu vois. J'ai un peu d'abonnés sur les réseaux, mais tu vois, c'est pas non plus la folie, quoi. J'ai 116 000 abonnés sur Insta. C'est bien, mais c'est pas fou. Je pourrais avoir plus si j'étais plus récurrent et tout. Mais ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est notre seul moyen, tu vois. Genre, les gens, ils te disent, ouais, mais fais des vidéos, nanana. Mais moi, j'ai envie de dire, mais moi, mon travail, c'est pas ça. Mon travail, c'est sur scène, nanana. Mais aujourd'hui, tu vois, comme il y a très peu d'émissions télé qui accordent une place à l'humour, tu vois, à part aujourd'hui, tu veux faire une émission, bon, t'as Génération Paname qui s'est lancée il y a pas longtemps, qui est une super émission de stand-up. Après, t'as sur M6 Marrakech du Rire, mais bon, c'est une fois par an et voilà. Le Montreux qui a été racheté par Canal. T'as 3 émissions où, bon, tu peux un peu te montrer et tout, mais c'est très peu. Il manque vachement d'émissions où on peut montrer ce qu'on fait vraiment. Et aujourd'hui, si tu veux remplir ta salle, il faut que tu fasses une vidéo, souvent, qui a rien à voir avec ce que tu fais, parce que tu vas dire, ouais, tu vas faire une vidéo dans ta chambre, ouais, j'ai remarqué les mecs qui portent des chaussettes. Ça veut pas dire que t'es drôle sur scène, tu vois. Il y a des gens, et d'ailleurs, moi, je respecte énormément, mais tu vois, il y en a plein qui ont une tonne d'abonnés et qui derrière lancent un spectacle. Et t'as plein de gens qui ont pas d'abonnés et qui sont sur scène tous les soirs et qui sont meilleurs que ces gens-là. Ou qui arrivent plus à remplir en fonction du nombre, enfin, comment d'abonnés. Mais qui n'arrivent pas à remplir parce qu'ils n'ont pas d'abonnés, mais c'est normal, ils ont aucune visibilité, n'ont aucune vitrine. Donc, non, ce que je voulais dire, c'est que des fois, tu peux avoir moins d'abonnés et remplir une salle grâce à tes abonnés, et que tu peux avoir 1 million d'abonnés qui vont pas forcément venir au jour de ton spectacle. ça aussi, ouais, c'est vrai que t'as des taux de réalisation plus ou moins forts, mais bon, ça reste quand même sur une base d'abonnés haute, tu vois, je vais te dire ça tu vois, moi, par exemple, à partir de 100 000 abonnés, tu peux remplir une salle si les gens, tu vois, les gens ont vu ce que tu fais. Mais par exemple, un mec aujourd'hui qui peut être très bon sur scène, s'il a 10 000 abonnés ou 5 000 abonnés ou 15 000 abonnés, malheureusement, et qui n'a pas de visibilité, il va nulle part. Et moi, c'est ça qui me désole, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucun moyen de transmettre ce qu'on fait réellement, que par faire des vidéos sur les réseaux sociaux qui reflètent pas ce qu'on fait, à part si tu poses des vidéos sur scène. Moi, j'ai commencé à le faire, mais il faut savoir que quand tu poses des vidéos sur scène, ça coûte cher, parce qu'il faut te prendre un mec qui te filme, qui te monte les vidéos, qui te les sous-titre, et faut jouer souvent, et ce mec-là, faut le ramener à chaque fois. Donc, le budget, on peut le dire aux gens, hein, le budget, c'est tu ramènes un mec, il va te filmer à peu près 250 €, je sais pas combien. Après, il va te monter la vidéo, tu vas finir à 350. Si tu veux poster une vidéo ou 2 vidéos par semaine, ça va te coûter un budget de 700 € par semaine. Tu vois, ça va te coûter 3 000 € par mois. Et quand tu commences le stand-up ou même quand t'es truc, t'as pas les moyens de mettre 3 000 € par mois dans un mec qui te filme. Ajouter à ça qu'il faut avoir du matos derrière, parce que si tu mets ton sketch sur Internet, après tu peux plus trop le... Après, t'as comme Redouane qui poste beaucoup d'impro, etc. Du coup, il grille pas de matos. Moi aussi, j'ai posté pas mal d'impro. Ça nous permet de pas griller de matos, etc. Bon, après, c'est notre taf aussi en tant qu'humoriste d'écrire des trucs sur l'actualité qu'on peut jeter. Et tu vois, tu peux écrire des trucs sur ce qui s'est passé aujourd'hui. 4 minutes, après, faut que ça soit drôle, mais
que tu peux jeter la semaine d'après et tout, c'est un travail. Mais tu vois, moi je te dis, il y a une vraie contrainte aussi financière. C'est dur de trouver un mec qui te filme, qui te monte, pas cher, truc, et poster une vidéo. Sinon, t'es obligé de faire des vidéos avec ton téléphone dans ta chambre et les mecs qui sont tombés et vous avez pas vu les couples, les trucs. Mais Des petits sketchs en mode TikTok. voilà. Moi j'en fais parce qu'il y a plein de moments où j'ai envie de dire quelque chose de marrant, tu vois. Je me force pas quand j'en fais. Mais ça commence à me saouler quand je sais que je dois en faire plus pour remplir une salle ou quoi. C'est pas mon métier. Oui, puis surtout que sur les réseaux, faut publier régulièrement si tu veux. Ouais, voilà. Les gens me disent ouais, maintenant parce que là t'as pas posté, t'as l'algorithme, truc. Mais c'est pas mon métier. Moi je suis pas ni mathématicien ni youtubeur. Je fais de la scène. Mais après c'est comme ça. T'as bossé avec Ruquier pendant une année, je crois, pendant le confinement. Non, on est en direct sur France 2. Ouais, on est en direct. D'abord, juste comment ça s'est passé la discussion au début. Tiens, viens dans mon émission. J'avais reçu un mail, je me rappelle plus de ses équipes, je crois, où on avait fait, il nous avait dit qu'il voulait placer des humoristes dans cette émission. Et donc on avait fait des essais dans son bureau avec trois humoristes, 4 humoristes, qui s'était plutôt bien passé en soi. Et après on avait fait la première émission. Et la première émission, on était 4 humoristes au bar qui devaient intervenir pendant l'émission sur ce qui se passait. On était à 20 mètres du plateau, c'était très compliqué de parler. C'est-à-dire que en plus, tu sais très bien, quand t'es à 4 comme ça, dès qu'il y en a un qui a une vanne, le mec il est tombé. Tu vois, le temps que t'as dit ta vanne, l'autre il a pas entendu, dit Ruquier, t'as dit le mec il est tombé, c'est mort, la vanne elle est partie. Tu vois, c'est un timing les vannes, hein, c'est pas, tu vois. Et en fait, je m'en suis pas mal sorti. Du coup, ils m'ont gardé tout seul. Et de là, j'ai fait toute la saison tout seul. Et ils m'ont filé une chronique. Parce que ouais, ça a beaucoup évolué entre le début et après. Ouais, Comment ça s'est passé cette évolution? Bah, je pense qu'ils étaient contents de ce que je faisais, donc ils m'ont laissé de plus en plus de place dans l'émission. Et puis après, j'ai fini au bar, dans le face à face avec l'invité politique, etc. Non, voilà, c'était juste une évolution par rapport à mon travail. Même des fois, t'étais sur scène, même des fois, t'avais comme une scène, tu chantais, tu parlais. Ouais, ça, c'est des moments où où moi, je demandais si c'était possible de faire une chanson. Et donc ils me mettaient sur scène à ce moment-là parce qu'il y avait une scène qui pouvait faire office de scène de musique ou de stand-up ou quoi. Donc, je me mettais là. Pour faire les chansons. Et tu mettais combien de temps pour toutes les semaines il y avait une émission, ça mettait combien de jours à peu près pour être d'accord sur qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Avec qui? Avec eux, avec les équipes? Pendant l'émission, ouais. C'est-à-dire que vous vous mettiez d'accord pendant la semaine, vous faisiez des répètes. Des fois ça arrivait tard parce qu'en fait quand je me suis retrouvé face aux politiques, ils avaient des confirmations de politique assez tard, tu vois. Ça veut dire que des fois je te dis n'importe quoi, l'émission se finit le samedi, pour le samedi d'après ils vont te confirmer Ségolène Royal mercredi. Et donc, s'il me dit Ségolène Royal, moi, je vais prendre un sujet, je sais pas, l'écologie avec Ségolène Royal. Donc là, j'avais 3 jours pour écrire. Des fois, c'était confirmé un peu plus tôt. Des fois, je demandais si je pouvais faire des thèmes généralistes. Comme ça, j'ai plus de temps pour écrire, malgré quel que soit l'invité. Non, ça dépendait, mais c'était beaucoup de travail. Pour écrire une chronique de 5-6 minutes, qui passe à la télé en direct devant, je sais pas, il y avait 1 million de téléspectateurs. Ouais, parce qu'en plus, c'était confinement. Donc ouais, c'était confinement. La télé, là. Un prompteur. Hein, en fait, au début, j'ai pas pris de prompteur. Et après, sur 2-3 chroniques, j'ai pris un prompteur parce que je me suis rendu compte que même si ça se voyait un peu que je lisais, j'étais plus à l'aise et je perdais moins de vannes parce que c'est dur d'apprendre 6 minutes de vannes. Tu vois, si c'était un peu avant le confinement, j'aurais pu les tester dans les comédie clubs comme le Paname, etc. Ouais. Mais le problème, c'est que tout était fermé, donc j'avais 6 minutes, je savais pas si elles étaient drôles ou pas drôles, et j'arrivais, je les faisais en télé en direct. Donc j'ai essayé de me mettre le moins de pression possible. À un moment, j'ai pris un prompteur sur 2-3 chroniques. Ouais. Mais ça va, ça s'est pas vu. Parce que moi, ça m'a rappelé, excuse-moi, les émissions américaines, les late show, où t'as des humoristes qui viennent, qui font leurs 5 minutes. C'était ça que tu voulais faire après, peut-être? T'avais essayé de voir la Non, moi, en vrai de vrai, je te dis la vérité, je me suis lancé dans cette émission, je savais même pas ce que j'allais faire. Moi, ils m'ont dit, on a besoin d'être d'humoriste, truc, nanana. Je dis, je vais venir. Un sniper qui vient, qui fait des vannes. Ouais, voilà, je me suis dit, je vais faire des vannes, un sniper, truc. Le mec, il va dire, je suis tombé. Je dis, t'es pas tombé dans ta culotte. Je pensais que j'allais faire ça, moi. D'accord. Après, je me suis retrouvé avec une chronique en face de Jean-Luc Mélenchon, Ségolène Royal et Bruno Le Maire. Je dis, qu'est-ce que je fous là? Mais. C'est vrai, c'était pas trop dur avec les politiques en face, Bah, le problème, c'est qu'il y avait pas de public parce que c'était Covid, donc il y avait 5 personnes dans le public masquées. Ouais. Le plateau, il y a les 4 un peu invités culturels, donc un peu sympathiques. Souvent, t'as un humoriste, un truc et tout, il a 100 mètres de toi. Ouais. Et donc en face, t'as un tombard, t'as Laurent Ruquier qui rigole aux vannes parce que voilà, il est rieur et que voilà.
Et t'as le politique, et le politique, tu vois que ça s'est bien passé avec, ça dépend de qui, tu vois, avec Jean-Luc Mélenchon, ça s'est plutôt bien passé, parce qu'il est rieur, etc. Mais, tu vois, par exemple, quand je me suis pris Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, mec, c'était un frigo, il a là. rien compris, en plus, tu vois. J'ai un moment, je lui ai dit, ouais, mais vous êtes économie, je vois que vous injectez des milliards partout et tout, alors je vous donne une petite combine. Je pense que c'était ce week-end, il faut mettre 2 millions sur but de Mbappé à la 45e minute, tu vois, sur un pari sportif. Et le mec, il me regarde, il me dit, non, je n'utiliserai pas l'argent des Français. Le mec, il a pris ça premier degré, quoi. Une blague, là, qu'est-ce que tu me racontes? Tu crois que je vais vraiment te demander de prendre 2 millions et d'aller mettre truc? Donc dans son rôle en fait. Ouais, il y en a. En plus, c'était la pré-campagne présidentielle, donc les mecs ils étaient un peu crispés. Et donc non, mais sinon en général ça s'est bien passé. C'était une expérience de fou en vrai. Et Laurent Ruquier, ça t'a apporté quoi de travailler avec lui, parce que ça fait assez longtemps que maintenant qu'il est dans le milieu de l'humour. Bah, moi déjà travailler avec Laurent Ruquier, pour moi c'était vraiment c'est un rêve, hein, parce que tu sais moi je voyais à la télé, pour moi ça reste le top du top, hein. En vrai, quand tu regardes tous les humoristes qui ont bossé dans ces émissions là, c'est quand même les émissions, c'est la crème de la crème, ces émissions, on va pas se mentir. Tu vois t'as eu Foresti, t'as eu Bedos, Lambert, t'as eu Lambert, t'as eu même Fary qui est pas resté longtemps mais qui a fait quand même 3-4 chroniques qui étaient vraiment bien. Et quand t'es aux côtés de Laurent Ruquier dans une émission culturelle comme ça, que toi t'arrives du stand-up, j'arrive de banlieue, je me retrouve au milieu d'une émission comme ça, etc. Je me dis quand même, tu vois, je suis assez fier de moi à ce moment-là. Donc non, ça m'a rapporté que du bien. J'étais content. J'étais très content d'être là. t'es donné des conseils un peu. Travailler. En vrai de vrai, il m'a vraiment laissé faire. Il m'a pas donné tant de conseils. Je pense que juste il était content de ce que je faisais. Quand il était pas très content, ça se sentait. Mais c'est pas un mec qui parle énormément. Non, il me faisait sentir que ça va, tu vois, tranquille. Relax, quoi. C'est bien. Ouais, voilà. Et si ça va pas, il te dit tout simplement, bon, ça va pas. Exactement. De toute façon, si ça va pas, tu le vois, hein, parce que le samedi d'après, t'es chez toi. Dans le canapé. Exactement. Alors, parlons un peu ta première scène, savoir comment t'as commencé en stand-up. Tout début. Ma première scène, c'est au Sonar. Sonar, c'est à Pigalle. C'est à Pigalle, et c'était un cours d'Alex Nguyen. Voilà. C'est un nom qui arrive souvent, Alex Nguyen, parmi les stand-uppers. Comment tu l'as connu, Alex Nguyen? Bah moi, je suis à Vitry, j'ai 19 ans. C'est quoi ton quotidien à l'époque? Vitry, 19 ans, je viens d'avoir le bac, j'ai fait un DUT Tech Deco, technique de commercialisation à Sceaux. J'ai tenu 6 mois parce que j'ai appris que j'avais toujours allemand LV2, alors que moi je pensais que je pouvais enlever l'allemand. Donc ça c'était un gros problème pour moi. Ils m'ont forcé à garder l'allemand. Je crois que c'est la seule filière où tu pouvais plus enlever ton LV2, je sais plus quoi, il y avait une histoire comme ça. D'accord. Et donc j'avais arrêté, j'étais chez moi, je commençais à travailler un peu à l'aéroport d'Orly. J'étais agent PMR pour les personnes à mobilité réduite, ramener les handicapés et les vieux jusqu'à l'avion où tu vas les chercher. C'était super en vrai, parce que il y a une vraie ambiance à l'aéroport aussi, un peu comme ce milieu du stand-up. Tu faisais des blagues un peu? Ouais, non, mais c'est surtout une ambiance, tu vois, il y a une ambiance comme ici, tu vois, il y a le mec qui sort avec l'agent d'escale qui sort avec le truc, les histoires et tout. C'était, en vrai de vrai, c'est une très belle expérience pour moi. Et après, je voulais faire du stand-up. Je savais pas comment faire. Je viens de Vitry. J'aurais pas regardé des vidéos de stand-up. Je savais pas trop ce qui se passait. J'ai tapé sur Internet, stand-up, apprendre, cours, je sais plus ce que j'avais tapé. Je suis tombé sur cours il y avait plein de cours, les Florent, trucs et tout, mais ça coûtait une tonne, ça. Je me suis dit, je vais pas aller faire les cours Florent. En plus, j'ai pas envie de faire des trucs de Molière et tout. Moi, j'ai envie de faire rire. Je sais même pas ce que c'est, les cours Florent. Et en fait, je suis tombé sur Alex Nguyen. Tu sais, j'avais tapé, j'ai tapé son nom, j'ai vu qu'il avait fait On ne demande qu'à en rire. Moi, à l'époque, tu me dis On ne demande qu'à en rire. Pour moi, c'est comme si t'as fait, le Jerry Seinfeld, quoi. Moi, c'est énorme, On ne demande qu'à en rire. Déjà, de connaître un mec à fond, On ne demande qu'à en rire quand t'es personne. Ouais. On oublie, quand on est personne, tout est le moindre petit truc de visibilité. La personne, c'est une rosta. Donc, pour moi, c'est une rosta, ce mec, tu vois. Et donc j'y vais, je fais un mois de cours là-bas, et en plus j'avais choisi ça parce que c'était pas très cher. Tu vois, je crois que c'était 30 €, 60 € le mois, je me rappelle plus exactement. Ah, ça va. Et donc j'ai fait 3-4 cours qui m'ont apporté en soi, parce que ça m'a surtout fait passer le pas d'aller sur scène, tu vois. Et donc j'avais fait 3-4 cours au Sonar, et après ma première scène, c'était le Café de l'Arc. Boulevard Bonne Nouvelle. Ouais, d'accord. À côté de, enfin, il y avait le, comment ça s'appelle, là, le machin, là, le Café Oscar. C'était pas loin. Bien avant. Non, au début du boulevard, où il y a l'Arc et tout, là. Juste après le boulevard Saint-Martin. Les deux petits arcs de trou qui servent à rien. Et ben là, à côté, à gauche, il y a un tabac ouvert jusqu'à 2h du matin, je sais pas quoi, là, où ça traîne devant.
Et ben, juste à côté, il y avait le Café de l'Arc. C'était un lieu qui a été géré, je crois, à l'époque par Certes, Mathurin, je crois. Avec un autre gars et tout. Ils avaient fait une scène en haut. Et c'était Café de l'Arc. On m'avait filmé avec un téléphone et tout. Je l'ai encore la vidéo, elle est sur YouTube, enfin, en privé. Tu te souviens de ce que tu avais dit sur scène, là? Ouais. Ouais, je faisais des sketchs sur les réunions parents-prof. Mais quand tu fais de l'humour à 19 ans, t'as rien à raconter, en vrai. Moi, je pense que l'humour, c'est vraiment le seul domaine où t'es de plus en plus bon en vieillissant. Parce que plus tu vieillis, plus t'as de choses à raconter, tu vois. À 19 ans, moi, je suis désolé, tu vois, il y en a plein qui rigolaient aussi de Kev Adams à l'époque. Ouais, mais les mecs, mais c'est normal. Déjà, le mec, bravo, il a réussi à devenir une rosta il y a 17 piges. Mais c'est normal. Qu'est-ce que tu veux raconter? Quel problème t'as à 19 ans? Tu vas parler de quoi? De l'écologie, des trucs? Tu sais rien, tu ressors de l'école, je parlais des réunions parents-prof. Et, voilà, ma mère et mon père et pas ma mère et pas mon père. Et voilà, c'est tout. Mais, c'était pas mal en plus, hein. Et après, par la suite, c'est étoffé. Tu te souviens avec Ken Nguyen des élèves avec qui t'étais que tu Pierre Thévenoud. Ouais. On veut des noms. Ouais, Pierre Thévenoud. Il y avait Nicolas Tepeau. Ouais. Ayoub Marceau, je crois, qui était avec moi. Il y avait un mec qui s'appelait Abdeslam, je crois, qui était dans l'armée, mais qui a arrêté, je crois. Je crois qu'il y en a pas mal, hein, même Paul Mirabel, je crois qu'il a fait les cours d'Alex au début, etc. Je crois, je sais plus, je suis pas sûr, mais. Et tu te souviens de vos discussions à l'époque, quand vous étiez tous des débutants, c'était quoi leur, nos discussions, c'était, putain, j'aimerais bien un jour faire, le Paname, un jour faire le Jamel Comedy Club, un jour. Nous, un mec qui avait fait une Deb Jam, c'était une rosta. La Deb Jam, c'est c'est la scène ouverte du Jamel Comedy Club le mardi. Tout le monde peut jouer à la Deb Jam. Enfin, pas tout le monde, mais t'envoies une vidéo de Jamel Comedy Club, s'ils aiment bien, ils te mettent sur la Deb Jam. Mais moi, pour moi, c'était Rosta 2000, tu vois. Je me dis, le mec, il a fait la Deb Jam, c'est une Rosta. D'accord. Et même me joue au Paname. Moi, le mec qui joue au Paname à 20h, à l'époque. Le mec, il faisait un PCC, on dit, t'as fait un PCC, chaud, toi? quoi. Il dit, ouais, j'ai fait un PCC, Paname Comedy Club. T'as fait un PCC? Ouais, j'ai fait un PCC. Tu dis, mec, c'est une Rosta. Nous, on venait au Paname, on regardait, on se dit, on peut faire un PCC. Il dit, bah, joue à 16h. Tu joues à 16h et 4 personnes. Le labo du rire. Le labo du rire, géré par Michael Cohen. Et ouais, il y avait déjà le labo à l'époque, ouais. Tu te souviens de ce labo, là, avec Michael Cohen? Bien sûr. Moi, quand je suis arrivé à l'époque, labo du rire, géré par Michael Cohen. Michael Cohen, pour la petite histoire, on est en podcast, on peut tout dire. Un phénomène. On peut le dire. C'était un humoriste qui a fini régisseur. Oui. Un humoriste très drôle qui a fini régisseur parce qu'il est schizophrène. Et c'est pas un secret, il le dit sur scène. Ouais. C'est un vrai schizophrène. D'ailleurs, je l'ai croisé il y a 3 semaines. Je suis allé de me dire, c'est vrai. Tu l'as revu? Sur les Champs-Élysées. Putain. Il parlait avec ses baskets. Mais c'est un vrai ouf. Et un jour, il a volé un camion de police, il a fait une course-poursuite contre lui-même. C'est un vrai ouf. Mais par contre, ce mec-là, très, 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 très marrant sur scène. Et sur scène, pas marrant parce qu'il est ouf, marrant de ce qu'il a écrit. Parce qu'il a un truc vraiment très rama. Et donc non, c'était Michael Cohen qui gérait les labos du rire. Et John Soulo qui gérait les labos du rire le samedi à 18h, qui était un peu le labo du rire, le main event, quoi. Champions League. Ouais, c'était le labo du rire, c'était amateur, mais genre t'es quelqu'un. Tu vois, t'avais la semaine 16h, 17h, 18h, c'était tes personnes. Et le samedi 18h, t'étais peu. En fait, quand tu faisais le samedi 18h, t'étais potentiellement en présélection pour faire un PCC. C'était fou, ça. Et donc, je sympathise un peu avec John Soulo. J'étais aussi un autre humoriste qui s'appelait Mourad Kateb. On sympathise, on fait un peu des vidéos ensemble et tout. Et puis, il me fait confiance. Il me met sur un labo du rire un samedi à 18h. Ouais. Qui se passe pas très bien. Pourquoi? Je sais pas. Ça se passe pas très Stress? bien. Non, je suis pas quelqu'un de stressé avant de monter sur scène. Non, mais juste, je sais pas, je passe à côté. Je sais pas, en plus je me dis putain là ça y est, ils m'ont donné ma chance, là je vais leur montrer comment ça, moi je fais pas j'arrive, ça se passe pas très bien, et puis derrière j'en refais 1, 2, 3, et puis après avec le temps, voilà, après on est à quel moment tu vois que ça y est, ça prend là, quand tu commences à jouer, là tu je sais que ça prend quand à partir du moment où quand j'arrive au Paname, Karim commence à me dire bonjour. Donc là, je me dis, ça commence pas mal à prendre. Parce qu'il faut savoir qu'au Paname, bon, moi, Karim, je l'adore, hein, c'est comme mon grand frère aujourd'hui. Abdé, c'est pareil. Kader, c'est pareil. Mais quand t'arrives au Paname, au départ, quand tu connais personne, tu sens que va vite falloir être drôle. Parce que tu peux vite aussi finir parce qu'il y a des abîmes du Paname. Il faut venir au Paname le mardi à 14h30.
Il y a, les oubliés sont là, chacun sur une table, de leur côté, à écrire un truc. Il faut savoir qu'il y en a qui ne dépassent jamais le labo du rire du Paname. Et ça, c'est dur. Et au début, donc, Karim, oui, bon, il est sympa, mais il te calcule pas trop, parce que voilà, il envoie 10 000 des mecs comme ça, tous les parents, je pense, qui viennent, qui essayent et tout. Donc, il va pas non plus aller parler à tout le monde, ça va, là. Et tu sens, au fil du temps, quand tu commences un petit peu à monter, tu t'es installé un peu ici, etc., tu sens, on te parle un peu plus. Il y avait un truc aussi qui était drôle, c'était, tu sais, quand tu viens jouer au Paname, quand tu es humoriste au Paname, t'as 50% de réduction sur les plats et tout. Tarif humoriste. Le tarif humoriste, ça s'appelle. Et moi, quand je me rappelle qu'au début, j'avais commencé, j'avais pris une boisson, je sais plus. Mais c'était avec toi qu'on s'était embrouillé sur la boisson, non? Ouais. Il y avait une grosse embrouille avec toi. Mustapha travaillait au bar. Mousse travaillait au bar. Avec avant. Az, j'ai eu une méga embrouille. On a eu une embrouille de embrouille. merde. Et c'était quoi, en fait? Je t'avais demandé un coca. Non, j'étais énervé ce jour-là. Et je sais pas, en fait, tu m'avais demandé un coca et moi, je m'étais mis dans un truc de genre, putain, il me parle mal. Ouais, j'avais demandé un coca, mais moi, comme en plus, des fois, c'est vrai que des fois, je suis un peu, Ouais. j'ai l'air antipathique alors que pas du tout. En fait, je pense que je suis J'étais timide, extrêmement mal luné ce jour-là. Tu vois. Ouais. Et donc, en fait, c'est tombé sur toi. Ça aurait pu être n'importe qui et, tiens, putain, il m'a mal parlé. Voilà, exactement. Et en fait, il y a un truc qui s'appelle le tarif humoriste, donc en fait, c'est Ouais. moins 50. Et, Ouais. et en fait, au début, moi, je me rappelle une fois, j'avais demandé avoir ce tarif-là sur, je sais pas, sur une boisson. On m'avait fait comprendre qu'en fait, j'étais pas encore humoriste, quoi. Malgré le fait que j'avais joué. Ouais. En fait, tu sens, en fait, c'est plein de petites étapes comme ça qui te font dire, tu vois, après, ils te disent, OK, moins 50, là. Et là, tu sens, tu dis, OK, ça va, là, je suis dedans, je commence à m'installer. Je commence à être un petit peu gaulerie. C'est pas mal. Et vis-à-vis des autres comédiens, tu sens à ce moment-là que ça y est, tu commences à percer un peu plus? Parce que tout le monde est là sur une ligne de départ et après. il y a- Aujourd'hui? Enfin, Non, au moment où tu commences t'as à. senti qu'il y avait où ça commence à prendre. vis-à-vis des des autres considérations de. Tu sais, aujourd'hui, tu le vois plus quand t'es au début que maintenant, tu vois. Aujourd'hui, on est plein, en vrai, de la nouvelle génération à être un peu sur... moi, je dis encore qu'on est sur la ligne de départ, parce qu'on est sur la ligne de départ. Moi, celui qui réussira, c'est celui qui arrivera à prendre 10 ans de carrière, comme l'ont fait Jamel, Gad, Foresti. Ça, là, tu pourras me dire, j'ai réussi. Après, les coups de feu d'un an où ça part qu'en trombe et tout, c'est bien. C'est un énorme début, mais faut tenir. Donc pour moi, on est tous sur la ligne de départ. À partir du moment où on a tous un peu une petite notoriété, on est tous sur la ligne de départ. Après, il y a des choses qui font que t'exploses pas, que tu restes pas. Mais c'est vrai qu'au départ, tu le vois beaucoup plus que maintenant. Au départ, quand t'es au début, tu le sens quand toi tu commences à monter, faire des plateaux avec des humoristes un peu plus confirmés et tout, et tu vois tes potes qui, tu sais, au début, t'es là, t'es à 4-5 humoristes, on écrit tous ensemble, on se pousse, c'est très solidaire au début, hein. Quand t'es nul, c'est très solidaire. Quand tu commences à devenir un peu bon, un peu moins. Et quand tu commences à devenir très fort, chacun pour soi et Dieu pour tous. Je sens qu'il y a une distance qui se Non, met, mais c'est très compliqué parce que c'est un milieu où on veut nous faire croire qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Et c'est possiblement vrai. Parce que moi, je me rappelle, par exemple, avant que je fasse de l'humour, j'ai peut-être vu un spectacle en vrai. D'accord. Je crois que c'était... ouais, je me rappelle même pas si j'étais parti... Je me rappelle plus si j'étais parti voir Gad ou si j'avais vu. Même pas, je crois. Mais je sais que pour les gens lambda, aller voir un spectacle, c'est une sortie et ça se fait une fois par an. Mhm. 2 fois par an. Après, si t'es un vrai amateur de stand-up, peut-être 1 fois par mois. Mais quand tu décides d'aller voir machin, tu vas voir machin. Et pour aller voir machin 2, t'attendras peut-être l'année prochaine ou tu vois. Donc, je dis pas qu'il y a pas de la place pour tout le monde, mais c'est vrai que les places sont réduites parce que les gens, ils vont pas aller voir un spectacle tous les 2 jours. Donc, c'est un milieu, c'est vrai, plus tu montes, plus tu sens qu'il y a de la concurrence. Moi, je suis pas là-dedans en soi parce que moi, j'ai jamais été, je sais pas, l'esprit comme ça de compétition. Enfin, je suis un compétiteur, mais pas là-dedans. Je pense que voilà, chacun fait ce qu'il a à faire et voilà. Mais tu sens qu'il y a un peu moins de solidarité quand tu montes. Après, c'est plus des groupes qui se forment, tu vois. Tu sens qu'il y a des groupes qui se poussent, tu vois. T'as le groupe de cet humoriste là, le groupe de cet humoriste là, le groupe de cet humoriste là, et chacun essaye de faire monter un peu sa sauce, mais c'est le jeu. Et c'est qui les humoristes avec qui tu t'entends bien, avec qui t'as fait récemment un film avec Alban Ivanov, je pense qu'il en fait partie, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes avec qui tu fonctionnes
Je m'entends bien avec tout le monde. En soi, après j'ai des affinités plus ou moins fortes avec des humoristes. Ouais, je m'entends très bien avec Alban. On a fait un film ensemble. Je m'entends bien avec Paul. On a fait une pub pour Canal ensemble. On a écrit un gala ensemble. On a écrit une série ensemble. Paul Mirabel. Ouais. Paul Mirabel. Tu vois, quand Roman est là, je m'entends bien avec lui. On discute. Après, pas plus que c'est pas, tu vois, on se voit pas tous les jours et tout, mais quand il est là, on discute. Quand Gad il vient, on discute. Quand je sais pas, n'importe quel humoriste aujourd'hui, on s'entend bien parce que c'est normal qu'on s'entende bien parce que ça fait plus de 5-6 ans qu'on est tous là à faire les mêmes plateaux, à se voir sur les réseaux sociaux, à faire des vidéos, à faire ceci, faire cela. Donc on a forcément créé pas une amitié, mais en tout cas au moins un lien où on se respecte et on dialogue, on rigole. Voilà. Alors on va parler un peu de la chanson parce que t'es un fan de chansons françaises, fan de rap. Et récemment. Désormais, nous ne partirons plus ensemble. Il y a 2 chanteurs là. Désormais, enfermé dans ma solitude. Très bonne voix de Az. D'où vient cette passion pour la chanson? Cette passion pour la chanson? Je sais pas. Honnêtement, je pense aussi à un rêve peut-être inachevé. Je sais pas. La variété française de mes parents en soi, parce que même si ils sont immigrés parce qu'ils viennent d'Algérie, ils sont venus un peu tard en plus en France. Ma mère écoutait beaucoup de variétés françaises. Enfin ma mère écoutait beaucoup Lara Fabian, Hélène Ségara, Morane, et mon père beaucoup Aznavour, Richard Anthony. J'entends siffler le train, une chanson des années 60, je crois. Et donc je me suis un peu intéressé à ce genre de musique et j'ai jamais été très bon en anglais aussi. Donc je me suis jamais retrouvé dans une musique un peu anglaise et tout. Après, il y a plein de musiques que j'écoute, américaines et tout, que j'aime bien, mais je me suis beaucoup attardé sur la variété française. Ça te parlait, quand t'entendais les paroles, même si c'est des chansons d'il y a 30, 40 ans. Pour que je sois touché par une musique, moi, c'est 50% de mélodie, 50% de paroles, quoi, tu vois. J'arrive pas à m'extasier devant un son où j'ai rien compris. Après, mélodiquement, des fois, je sais pas si ça se dit mélodiquement, mais on va le dire mélodiquement, des fois, tu vois. Des trucs qui te font, tu vois, ça te fait kiffer, mais je sais pas, la variété française, c'est une vraie histoire d'amour avec la variété française et moi. Et quel type de chansons? Chansons joyeuses, chansons tristes? J'adore les chansons tristes, moi. J'ai du mal à comprendre des gens qui sortent, qui mettent leurs écouteurs, écoutent des chansons joyeuses. Genre... Non, pour moi, la chanson, c'est la nostalgie. Oui. Pas triste, forcément, nostalgique, tu vois. Radio Nostalgie? Ouais. T'écoutes un peu? Non, pas tant, mais j'écoute pas trop la radio. J'écoute beaucoup de musique nostalgique. En fait, surtout des musiques qui me font repenser à une période, à un temps, ou qui me font réfléchir, ou qui me font dire putain t'es une merde. J'aime bien être dans j'aime bien être dans ce mood-là. Même quand t'es bien. Ouais, même quand je suis bien des fois. C'est pour ça que j'aime bien venir ici voir David Roma et Mousse Roma. Des fois t'es bien, t'as envie d'un petit coup de Roma. Tu viens? When a man loves a woman. Non mais tu vois, par exemple, moi je suis un fan de Rai aussi. Oui, alors justement, on a vu hier sur Insta, t'as posté une story. Monsieur a installé un petit studio, un home studio à domicile, mais tu sais pas t'en servir apparemment. Alors? En fait, j'ai appris à faire du piano sur YouTube. Parce que c'était mon rêve, ça. Donc c'est possible, on peut apprendre du piano sur YouTube. C'est possible. Ouais. Voilà, je le dis, c'est possible. Après, la technique, le solfège, etc., ça, je l'ai pas. Mais je sais jouer du piano. Je peux te jouer n'importe quelle musique avec une partition anglaise. Donc, GM, A, B. Je sais que A, c'est La, B, c'est Si. GM, c'est Sol mineur. Je connais tous ces trucs-là, tu vois. Mais pas les partitions avec les clés, etc. Mais je peux jouer une musique. Je peux accompagner. Je peux jouer une musique avec cette partition-là un peu anglaise, plus facilitée. Donc, c'est possible d'apprendre le piano sur YouTube. Et derrière, j'avais envie de chanter et tout. Et souvent, je m'enregistrais avec mon téléphone et tout. J'en ai posté 2-3 vidéos comme ça où je chantais en piano. Ouais. Mais je trouve pas ça de bonne qualité. Donc, je parlais avec un pote à moi qui est un génie de la musique, qui s'appelle Clément Animalson, qui a fait les sons de Booba et tout à l'époque. Et qui a fait la musique de mon film. Oui. Et il m'a dit, achète-toi une petite carte son, un micro, voilà, je suis parti. Ça m'a coûté 300 balles. En vrai, c'est cher, mais c'est moins cher que ce que je pensais, parce qu'avant, à l'époque, tu voulais avoir un peu de matos comme ça chez toi. T'en avais pour 4 chiffres. Ouais. Et non, j'ai acheté, voilà, je me suis mis, j'apprends, tu vois, de toute façon, sur Mac, maintenant, ils te mettent un truc qui s'appelle GarageBand. Oui. Et en fait, ce truc-là, c'est directement un logiciel pour faire de la musique. Donc, j'apprends avec ça, j'apprends à enregistrer ma voix, j'apprends à faire des petites instrus, j'aime bien apprendre de nouvelles choses, surtout quand ça m'anime. La musique, j'aime bien, donc j'apprends. Parce qu'il y a Karim Kachour, le patron du Padam, qui te compare à Yves Montand.
Bah écoute, quelle plus belle comparaison que ça. J'adorerais être montant, Quelqu'un chanteur, qui a été acteur. comédien, qui a été chanteur, qui a fait des chansons qui sont des tubes de la chanson française, hein, Bicyclette, Les Feuilles Mortes. Est-ce que toi, c'est ce type de carrière un modèle que tu aimerais viser? Parce que c'est vrai que en fait, Absolument. quand t'es humoriste, c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire de la chanson quand tu l'as fait au premier degré. Comment Mais tu... le problème, c'est que bien sûr, parce qu'il y a ce truc-là où dès qu'un humoriste chante, on dit il peut pas chanter. Il dit pourquoi? Il dit c'est ce qui fait gaulerie. Mais il a le droit de tes chants. Mais c'est vrai que c'est compliqué la crédibilité. Parce que tu peux pas dire aux gens d'un coup, ouais, je suis chanteur. Tu vois? Moi, je me vois pas là, d'un coup, je sors un album, je dis aux gens, non, je suis chanteur, en fait. Ils vont me dire, mais non, t'es humoriste. C'est dur en France, un peu de ce truc-là. Par contre, j'aime bien chanter. Et j'aime bien le partager sur mes réseaux. Et j'aime bien faire une musique, la sortir. Mais je dirais jamais aux gens, je suis chanteur. Vous êtes trompés. Non, je suis un humoriste. D'accord. Comédien, j'aime chanter. Quand j'ai envie de faire, pour moi, on fait des propositions artistiques en vrai, tu vois. On fait pas des propositions humour, chant, truc. On propose quelque chose à un moment où on est sincère, où ça nous intéresse. Donc voilà, je suis là-dedans. Ça se trouve, je ferai jamais rien. Ça se trouve un jour, je vais sortir un son sympa. Ça se trouve, je sais pas, je suis là. Je kiffe, en tout cas, je kiffe. Tu vois, comme si je faisais demain, je me lance dans le dessin. Je commence à devenir un pro du dessin, je fais un dessin de fou, je vais le mettre sur les réseaux, ça se trouve je vais l'encadrer, je vais le vendre. J'ai le droit d'avoir fait un beau dessin. Et ça, tu penses que c'est un problème français? Parce que je sais que peut-être qu'aux États-Unis, c'est un peu plus simple. Tu vois, t'as des mecs comme Jamie Foxx qui ont fait un peu de chant, qui ont fait un peu de comédie. Bah, souvent on dit oui, c'est un problème français, mais regardez aux États-Unis, les mecs qui touchent à tout, etc. Mais moi, je réponds souvent à ça. Donnez-moi quelqu'un qui a fait comme Jamie Foxx. Ouais, c'est rare. Ouais. Parce qu'en vrai de vrai, les mecs, ils te disent ça, mais toi, ce que t'as fait, c'est éclaté. Ouais, il y a Will Smith aussi Tu un vois ce peu. que je veux dire? Ouais, mais c'est Will Smith. Ouais. Il a fait, tout est bien. Tout est bien, en vrai. C'est-à-dire que demain, moi, je pense que oui, il y a un problème Ouais. un peu comme ça en France. Oui, on aime bien mettre les gens dans des cases, il y a pas de souci. Mais c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est que c'est dur de faire une chose quali. C'est encore plus dur d'en faire deux et c'est encore plus dur d'en faire trois. C'est dur de faire un film, un spectacle drôle et une musique bien. Donc je pense que forcément, plus t'accumules les propositions artistiques, plus tu risques de te rater et plus tu risques de dire c'est parce qu'on est en France, aux États-Unis ça aurait marché. C'est faux. C'est parce que peut-être que ce que t'as fait c'était éclaté. Et donc, quel type de musique tu voudrais faire, en fait? Concrètement? Franchement, j'aime bien le rap, j'aime bien la variété française, j'aime bien Le rail. le rail. J'aimerais bien faire une musique vraiment genre, mais même pas qu'elle marche et tout, hein. Genre un truc triste, nostalgique, mi-rail, mi-français, je sais pas, un truc loin. J'aime bien le rap aussi. J'ai posé un petit rap sur une instru avec Clément qu'on n'a jamais sorti, qui sortira peut-être un jour sous une autre identité. Parce que c'est en France par rapport aux États-Unis, c'est compliqué. Ouais. Non, mais j'aime bien de tout. Je sais pas, franchement, je te dis la vérité, j'y pense même pas. Je suis juste sur des moments, des vibes, des moods, ce que t'as envie de dire, quoi. Alors, t'as aussi fait un film donc, qui s'appelle Les Gagnants, Ouais, qui est sorti il y a 2 mois, à peu près. 13 avril. Tu l'as travaillé pendant combien de temps, ce film? Ce film, c'est un film qu'avait Laurent Ginca déjà, qui s'appelait Les Gagnants, qu'on a repris, qu'on a retravaillé ensemble, qu'on a réécrit. C'est une première idée en fait de Laurent qu'on a réécrit ensemble. Donc lui déjà, ça avait germé dans sa tête depuis pas mal de temps. Ouais. Et puis nous, on s'est mis dessus, on a dû se mettre dessus pendant 2-3 ans, tu vois, quand même. Donc ouais, ça nous a pris 3 ans. Le confinement, ça vous a gêné pour le faire? Le fait, enfin, je veux dire, la crise sanitaire, à un moment donné, ça arrivait à ce Ça nous moment-là. a fait avancer en termes d'écriture parce qu'on était concentré uniquement sur ça. Mais bien sûr, pour aller chercher des financements, des chaînes télé, etc., pour financer un film en plein Covid, Ouais. bonne chance. Et le tournage, ça va? C'était comment l'ambiance sur le plateau? Le tournage, ça s'est super bien passé. Écoute, Alban, moi je le connaissais, donc j'avais aucun doute sur ses qualités de comédien et ses qualités humaines. Donc Joey Star il n'y a aussi? pas eu de souci. Joey Star, je le connaissais moins bien, forcément. Tout le monde te dit Joey Star, attention, Joey Star. Et Je dis attention quoi, ce mec, j'ai pas Ça a pris un été- mec qui était dans le couloir de la mort. Hein. C'est un mec qui chante, c'est un rappeur, il a fait des films. Alors, Grand ça a été- professionnel, ça t'es s'est là. super il bien était- passé. ouais. Il a été hyper professionnel, hyper respectueux. Ça reste Joey Star. Personne va lui enlever son caractère et sa façon d'être. Donc, il a été Joey Star. Il a été DJ Morville à des moments. Il a été Joey Star. Puis il a pas souvent des rôles un peu drôles comme ça, tu vois. Il était Non, un tu peu, vois, nous on a voulu le mettre justement là, au cœur de cette comédie, parce que
tu vois, justement, on a voulu aller à l'opposé de ces trucs-là, de dès que tu vois Joey Star, tu veux le mettre en mode c'est un dur. Nous, on l'a mis en mode humoriste au milieu qui se fait un peu persécuter. Je pense que les gens avaient envie de, tu vois, on a envie de le voir aussi dans cette position-là. Parce que ça reste un comédien. Et toi, c'est une expérience que tu voudrais renouveler après, là, pour l'avenir, refaire des films? Bien sûr. On est déjà reparti en réécriture d'un prochain film avec Laurent. Après, le réaliser, jouer dedans, ça, c'est des questions qui viendront après, des fois. Peut-être que je jouerai uniquement dedans, je le réaliserai pas. Peut-être que je réaliserai, je jouerai pas dedans. Mais en tout cas, l'écrire déjà, c'est-à-dire... l'écrire, on est dedans, on écrit là. Pour le moment, les sketchs, enfin, les parties sketch dans le film, c'est-à-dire les dialogues drôles. Ça sera pas une comédie. Ah, d'accord. Tu pars sur un autre... Non, on va faire une comédie musicale. Je rigole. Mais pourquoi pas? Un documentaire animalier. Non, mais ça sera pas une comédie. D'accord. Donc c'est bien avancé, on va dire, là. Autre chose. C'est quelque chose que tu Ouais, on va essayer de faire autre chose. On va essayer de faire quelque chose d'original. Juste pour terminer, savoir, est-ce que depuis maintenant que tu fais du stand-up, tu fonctionnes tout seul pour trouver tes vannes? Enfin non, t'es avec Laurent Ginca, mais est-ce que tu regardes des spectacles? Par exemple, il y a beaucoup ce qui fait beaucoup de specials aux États-Unis. Et savoir, est-ce que toi, c'est un truc qui t'attire, qui t'inspire? Je suis très très peu calé en stand-up américain. Très très peu. J'en ai regardé parce qu'à un moment j'en entendais beaucoup parler, donc je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc je suis parti regarder. J'ai pas pris une tarte. Tout le monde, je m'attendais à un truc de fou parce que tout le monde me parlait de ça comme si c'était la folie. Je trouve surtout que le public américain est fou. Tu vois, c'est vraiment, c'est aux États-Unis quand t'es une star, t'es une star. Hein. Tu vois, le mec qui monte sur scène, il y a pas besoin de musique derrière, il monte, il a déjà une standing. Ouais, ça surrigole. Les gens ils rigolent, il y a des standings au milieu des vannes, ils se lèvent. Il y a un enthousiasme rare. C'est pour ça que les gens ils te disent ouais, mais le stand-up aux États-Unis, t'as vu les stand-uppers? Moi, je pense que c'est surtout le public qui fait un travail énorme. Les stand-uppers sont excellents aussi. Après, c'est un art qu'ils ont depuis beaucoup plus longtemps que nous. Mais il y a rien qui m'a troué le cul, quoi. Oui, c'est drôle, il y a des moments où j'ai rigolé. Mais je trouve qu'on a autant de talent en France. Ouais, tu penses que le stand-up français commence à rattraper son retard, a bien évolué? Je sais même pas si on est en retard. Je pense qu'on a notre humour à nous. On a notre façon de faire rire. Les gens ont leur façon de rigoler en France. Et les Américains ont une façon différente de faire rire et les gens ont une façon différente de rigoler aux États-Unis. Après, il y a des humoristes américains qui sont beaucoup plus forts que des humoristes français. Et je pense qu'il y a des humoristes français qui sont beaucoup plus forts que les humoristes américains. C'est juste que les humoristes américains qu'on connaît, ils sont sur Netflix. Mais il y en a plein qui sont pas sur Netflix et ils doivent être éclatés au sol. Et comme c'est en anglais, du coup, ça parle à plus de monde, c'est ça, oui, peut-être? c'est ça. Ouais. Et toi, tu devrais mettre ton spectacle sur Netflix ou Amazon, comme l'ont fait certains? Bien sûr, bah oui, Netflix, Amazon, Canal. Ouais. Bien sûr. Pose pas de problème, t'es pas genre truc, ouais, faut que ce soit le spectacle vivant, impérativement. Écoute, à partir du moment où tu sais combien ils te payent Netflix pour mettre ton spectacle, tu sais que c'est toi qui vas être vivant et plus le spectacle. Et quoi qu'il arrive, les comedy clubs pour toi, ça continuera? C'est-à-dire malgré tout ce que tu feras? Toujours. Tout le temps? Bah, on l'a vu, ouais, oui, pendant c'est le nerf de la guerre, le comedy club. Si tu viens pas, moi je suis fasciné par ceux qui d'un coup lancent une affiche spectacle à partir du 12 septembre au théâtre du Faubourg. Ouais. Le mec, tu l'as jamais vu sur un plateau, pas sur un comedy club. Le mec, il est parti, il fait 1h30 comme ça. C'est impossible que ça soit drôle. Ouais, parce qu'avant, ils faisaient comme ça, les comiques. Mais c'est avant, impossible. C'est impossible. Il faut venir tester 6 minutes par 6 minutes, 10 minutes par 10 minutes. En 15 minutes stand-up, par tu veux dire c'est impossible? Ouais, parce que parce que one man, parce si que tu fais du one man avec des différent, personnages, ça peut peut-être plus fonctionner, non? Ouais, il y en a qui te disent, ouais, mais tu fais pas beaucoup de rire parce que je fais du seul en scène. Moi, je Ouais. pense que tu décides pas de faire du seul en scène. Je pense que quand tu fais du seul en scène, c'est un stand-up karaté. D'accord. Ouais, parce qu'il y en a qui sont plus seuls en scène, tu vois, mais c'est vrai que. Faire des personnages, tu sais. C'est quoi le seul en scène en Bah, vrai? c'est quand tu fais des personnages, tu joues ta tante. Ouais, en gros, t'as Non, pas- ça c'est du one man show. T'as un quatrième mur. Le one man show, c'est voilà. le one man show. On est autant à la recherche du rire que le stand-up. C'est du one man show. Ça veut dire que vous parlez des gens qui font des personnages et tout. C'est ça. C'est Ouais. du one man. C'est pareil. Tu peux venir faire si ton personnage il est gaulerie, tu peux venir le faire en comédie club. Bien sûr, c'est plus dur d'installer un personnage. Mais déjà, il y a plus personne qui fait des personnages genre personnage sur personnage sur personnage sur personnage. C'est-à-dire que ces personnages, 10 minutes de stand-up, un perso, tu vois. Donc déjà, juste tes 10 minutes entre chaque personnage, tu peux venir les tester dans un comédie club. Peut-être D'accord. que tes personnages c'est compliqué, mais juste tes 10 minutes de stand-up entre chaque personnage, tu peux venir les tester dans un comédie club. Donc en vrai, moi, après si les mecs ils arrivent à écrire 1h30 à aller faire dans un théâtre directement et que c'est drôle,
tant mieux. Chapeau. Mais moi, je sais que Quoi qu'il arrive, moi, j'y crois pas trop. Comedy Club. Comedy Club à mort. Alors, marche. juste avant de terminer, quels sont les projets qu'on peut Ouais, annoncer 2023, comment ça s'annonce? 2023, écoutez, il y a plein de projets qui sont en suspens. Comme je vous ai dit, on a écrit une série avec Paul Mirabel et un autre gars qui s'appelle Andrea Giorgiou pour Canal, qui a été repris par des auteurs de Canal qui devrait un peu peut-être aboutir à la rentrée, mais on ne sait pas encore où ça en est. L'écriture du prochain film avec Laurent, ça aussi, on espère le faire à la rentrée. Le spectacle qui va reprendre à partir de septembre. Exister. Tu penses Exister. déjà au spectacle d'après ou tu veux terminer celui-là pour l'instant Non, je pense à celui-là pour le moment. Ouais. Je pense à celui-là. Parce qu'il évolue de toute façon. Parce Il que moi, évolue, On l'avait il vu est- il y a 2 ans avant on l'avait vu avant le couvre. Ouais, le en fait, on l'avait vu confinement, en 2020, octobre, à peu Ouais, près. juste avant le Et couvre-feu. toi, tu l'as et- vu à et moi, je l'ai l'Européen. vu à l'Européen. C'est vrai Ouais. qu'il y avait 30-40% qui avaient Bien complètement sûr, changé. il évolue, l'actualité change, moi j'évolue. J'arrêterai quand je pense quand je trouverai qu'il y a un assez grand nombre de personnes qui l'ont vu et que je serai vraiment content du spectacle. Donc on reprendra ce spectacle-là à la rentrée, 2-3 fois par semaine dans une salle parisienne, on va voir où et en tournée. Et voilà, j'ai 2 dates cet été en festival. Bon, on peut D'accord. voir ça sur tes réseaux sociaux. Et aussi, peut-être, on te le souhaite, un titre musical ou un album. Ouais. Pourquoi pas, peut-être un titre musical qui sortira l'année prochaine ou peut-être dans 3 jours. Je fais un Parce qu'on titre a comme entendu ça. parler d'un projet Rail avec Brahim, peut-être. Ça un peu. c'est peut en parler. c'est un projet de Karim Kachour qui nous a mis en contact, aimerait qu'on reprenne un son un peu rail avec d'autres humoristes d'origine maghrébine du Paname. C'est un projet qui peut être en plus vraiment intéressant et sympa à faire. Déjà on pourrait bien se marrer à faire ça sur un artiste qu'on admire tous qui est Chef Hasni. Ouais. Ouais. Donc, c'est bientôt les 30 ans de sa mort. C'est bientôt Personnel. les 30 ans. Ouais, En 2023. Ouais. Décembre 2023. Donc pourquoi pas, écoute, on va voir. De toute façon, tu sais, c'est un milieu où il y a beaucoup de projets. Il faut avoir 10 projets pour en faire un. Ouais, écoute, on essaie d'en avoir 100 pour en faire 10. Très bien. Cool. Bah, Bah, merci, Az. on te souhaite plein de Merci réussite. à vous. Merci Et d'avoir encore fait désolé cette pour journée. le Coca Ouais, il y a 4 C'est bon, ans, là. il y a Parce que là, d'ailleurs, Az Ouais, boit du ouais, Coca. c'était une bien. vieille histoire. Encore désolé. Voilà. Il y a prescription. La prescription, exactement. Bah, merci d'avoir Merci, suivi. Bon, merci les gars. Merci. À bientôt. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Le Pitch Club.